avant les vacances. Nous nous voyons donc deux fois, nous nous voyons aujourd'hui et vendredi. Alors, je choisis un ordre un peu particulier de ce que nous allons faire. Vendredi, nous allons nous occuper de dissertation. Vous avez eu l'occasion de faire un concours blanc en décembre. Je vous ai laissé encore un peu de temps pour ceux qui souhaitaient le faire. On regardera une correction possible et on regardera pendant une petite heure vendredi ce qui relève de l'esthétique attendue. C'est comme une pièce de théâtre, une dissertation. C'est un ensemble d'actes qui sont attendus avec une certaine forme. Je en profiterai à ce moment-là pour rendre tous les travaux que vous avez pu me rendre à certains moments et corriger tout cela. Et puis, nous parlerons d'un autre sujet qui est notre dernier cours de linguistique qui concernera les facteurs et fonctions de la communication. Pour aujourd'hui, je choisis de faire un peu quelque chose de différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous étions dans les figures de style. Je vous propose une activité un peu plus ludique pour cette dernière semaine, qui est la correction de copies d'élèves. Dans l'économie du concours, vous avez une partie qui est grammaticale, qui est la partie dans laquelle on vous demande d'analyser des phénomènes. Mais il peut arriver que ces phénomènes soient des phénomènes directement issus d'une copie d'élève. Autrement dit, vous avez 3-4 lignes d'une copie d'élève avec des fautes dedans et on vous dit, eh bien, corrigez-nous, proposez-nous une correction de la copie que vous avez ici. Et cette correction, elle doit tenir compte de deux grandes directions, pour commencer, qui est la différence qui existe entre cohérence et cohésion. Cohérence et cohésion. Ce sont deux notions de grammaire. Donc, cours d'aujourd'hui, comment corrige-t-on une copie? Ça a un intérêt donc en termes de concours, mais ça a évidemment un intérêt professionnel, puisque les copies, vous en corrigerez un certain nombre dans le temps que durera votre carrière. À quoi ça sert de corriger une copie? C'est ça, en fait, le fond du problème. Donc, tout d'abord, il faut distinguer deux notions qui sont d'un côté ce qu'on appelle la cohérence, qui ne s'oppose pas véritablement, mais enfin qui est différente, notion qui est différente de ce qu'on appelle la cohésion. Cohérence et cohésion. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu, c'est des notions de grammaire, hein, cohérence et cohésion, est-ce que quelqu'un a déjà entendu ces notions-là et puis pourrait nous proposer une distinction entre les deux? Personne. Alors, la cohérence, c'est le respect du modèle. C'est le respect du modèle. Respect du modèle. Si je vous demande de me fabriquer une description, la description, elle relève d'un type de texte particulier qu'on appelle justement la description et qui est régi, ce texte, il est régi, ce modèle est régi par un certain nombre de critères, de règles qui structurent le dit type de texte, description. Une description, c'est plutôt, on va dire, spatiale. Spatiale, en haut, en bas, à droite, à gauche, premier plan, arrière-plan. C'est plutôt au présent. Si je vous dis décrivez-moi, vous n'allez pas dire il portait une chemise, il porte une chemise, il a. Dans le cadre d'un texte narratif, d'un récit, la description, comme tout le récit est au passé, la description passe à l'imparfait. Donc, si je vous dis, est-ce que ce texte que vous avez sous les yeux est cohérent? Il faut prendre le modèle de ce qu'est une description et regarder si le modèle est appliqué. Si je vous dis, est-ce que ce texte-là que vous avez sous les yeux est une pièce de théâtre? Bien, vous allez regarder si il y a le nom d'un personnage, ce qu'il dit, le nom d'un personnage, ce qu'il dit, le nom d'un personnage, ce qu'il dit, etc. Si au contraire, vous avez Pierre dit, deux points, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, Marie répond, ouvrez les guillemets, là, vous direz non, il y a un problème de cohésion. Une pièce de théâtre, ce n'est pas du style direct avec le nom, un verbe de parole, guillemets, fermeture des guillemets. Un texte de théâtre, c'est
un nom de personnage, ses paroles, un nom de personnage, ses paroles, etc. La cohérence du texte de théâtre, c'est d'être sous cette forme-là. Puis si on creuse, la cohérence d'une pièce de théâtre classique, c'est d'être en vers, 5 actes, quelques règles structurelles, 3 unités, unité de temps, tout se passe en 24 heures, les personnages lisent de 24 heures dans la durée de la pièce, une seule action, un seul lieu. Vous vous souvenez de ça de vos cours de première, hein. Dans la tragédie, on invente un lieu pour que tout le monde soit légitime à s'y croiser. On va inventer l'antichambre dans un palais, devant la porte, une porte qui mène chez l'empereur, une porte qui mène dans le reste du palais, une porte qui mène dans la ville. Et tout le monde est légitime à se trouver ici parce qu'on vient du palais, on vient de la ville, on vient de l'appartement du roi, de l'empereur. Une place. Dans la comédie, c'est plutôt une place l'école des femmes, ça se passe sur une petite place, les fourberies de Scapin, une place où tout le monde donc se rend. Unité de temps, une action, mais unité de lieu, un seul lieu. Donc la cohérence, elle peut être plus ou moins précise. Si je vous donne, là encore, ce sera mon dernier exemple, mais si je vous dis, est-ce que ceci est un récit? Eh bien, un récit, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire avec un début, ce qu'on appelle un cadre spatio-temporel. Il était une fois dans une forêt lointaine. Un personnage ou des personnages, une sorcière vivait dans une cabane en bois, et il va lui arriver quelque chose, donc cadre spatio-temporel, personnage, événement, se passe quelque chose, situation finale. La description, elle se développe sur l'espace. Le récit, il se développe sur le temps. Donc les liens logiques de la description, c'est en haut, en bas, à droite, à gauche. Les liens logiques du récit, c'est puis, ensuite, après, le lendemain. L'histoire se structure sur le temps. Et puis si je prends un texte argumentatif, les liens logiques, ce sont des liens logiques de causalité. C'est pourquoi, ainsi, par ailleurs, de plus, mais encore, par opposition. Donc tout texte répond à un modèle. Vous avez ici à côté de la porte, vous avez une petite affiche qui nous dit quoi faire en cas d'incendie. Eh bien, c'est un modèle de texte informatif et on verrait mal qu'il soit écrit de type Greening, l'enseignant, prenez vos affaires et sortez, ne prenez pas vos affaires, sortez immédiatement. Étudiant 1, je laisse mes affaires, enseignant, oui, fermez les fenêtres, élève, moi je ferme la fenêtre. Bon, c'est pas un texte de théâtre. C'est pas un texte de théâtre, c'est le modèle, la cohérence, c'est la cohérence d'une note informative. Donc ça, c'est la cohérence. Donc si vous avez à corriger, on ne le fera pas aujourd'hui, on le fera à la rentrée. Si vous avez à corriger un texte au point de vue de la cohérence, il faut que vous rappeliez, vous remotiviez les critères qui sont les critères du genre, du modèle, et que vous fassiez une comparaison. La comparaison. Il me faut des liens logiques. Oui, mais lesquels? Spatiaux, en haut, en bas, à droite, à gauche. Est-ce que je les ai? Oui, non. Il me faut des verbes d'observation. On voit, on trouve, il y a, on observe. Est-ce qu'il y a dans cette description un observateur qui décrit les objets? Oui, non. C'est au présent? Ah, oui, non. Et si la plupart des critères sont respectés, ben on dira qu'il est effectivement dans le respect de la cohérence, c'est-à-dire du modèle. Mais à quoi ça sert? Ben, ça sert à évaluer les progrès des élèves. Quand vous faites un enseignement, vous faites ce qu'on appelle une séquence. Cette séquence, elle va être faite de séances successives. Séance 1, séance 2, séance 3, séance 4. Et petit à petit, on va amener les critères du modèle. On ne va pas faire ce que je dis moi ici, c'est-à-dire qu'une description, c'est un texte au présent avec des cadres, des connecteurs spatiaux et un observateur et des verbes d'observation. On va amener ces éléments-là petit à petit. Donc, si vous interrogez les élèves sur ce qu'ils savent faire en séance 3,
ben forcément, ils doivent savoir faire ce qu'on a vu en séance 1 et 2. Donc les critères ne sont pas complets, puisqu'on pourra dire que le modèle cohérent sera total quand la séquence sera finie. Petit à petit, on progresse dans l'explication avec les élèves de ce qu'est le modèle. À chaque étape, ils doivent savoir mobiliser un élément, et c'est quand la séquence est finie qu'ils savent mobiliser la totalité du modèle. Sachant que si je prends le récit, par exemple, le récit, raconter une histoire, un texte qu'on appelle narratif, il était une fois dans une forêt lointaine, etc. Pour le 4, c'est-à-dire tout le collège et tout le lycée, est occupé à remobiliser ce qu'est un récit. Donc on a une approche annuelle. Tous les ans, de la petite section maternelle jusqu'à la première, on va amener des informations, des modélisations, des enrichissements de ce qu'est le texte narratif ou le texte descriptif ou le texte argumentatif. Donc c'est un long parcours, et ce long parcours, il découpe les compétences d'année en année et de cycle en cycle. Donc ça, c'est la première grande réflexion que l'on doit avoir quand on a une copie d'élève sous les yeux, c'est est-ce que cette copie, elle répond au modèle qui était attendu? Et si oui, eh bien c'est que des enseignements ont été faits sur ce sujet-là. Sinon, ben, c'est soit que les enseignements n'ont pas encore été faits, soit que les élèves n'ont pas acquis les informations qu'ils devaient acquérir en termes de connaissances et compétences dans les séances qui leur étaient consacrées. Oui, vous faites 2 cours, par exemple, sur le premier, dans un récit, il y a une situation spatio-temporelle, il était une fois dans une forêt lointaine. Sur le personnage, vivait une sorcière, la sorcière, elle a un gros bouton sur le nez, elle a les cheveux comme les miens, en vrac, elle a un balai, elle a... Vous demandez à l'élève de fabriquer un petit récit, et il n'y a pas de personnage. Il n'y a que une description du décor. Ben, la conséquence, c'est que oui, c'est un élément du récit, le décor, la situation spatio-temporelle, mais en l'occurrence, ce qu'il fallait faire aussi, c'était présenter un personnage. L'élève ne l'a pas fait, donc il faut revenir là-dessus. La séance 3, elle revient sur le fait qu'il fallait effectivement proposer un personnage. Quand moi, je vais vendredi vous parler de vos dissertations, je vais vous parler de cohérence. Et je vais vous dire, voilà, il y a un modèle. Ce modèle, il est relativement fixe. Le lecteur, il s'attend à ce que vous sachiez mobiliser vos connaissances, mais mobiliser dans un canevas, dans un moule qui est celui de la dissertation. Alors, vous pouvez avoir plein de connaissances, mais hors du moule. Et quand on fait de la cuisine et puis que ça déborde tout autour du plat, c'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Donc, on essaie de maintenir tout dans le plat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence, c'est le respect du modèle envisagé. Ici, vous devrez mobiliser, maîtriser une grosse poignée de modèles. Le modèle du récit, le modèle du texte argumentatif, descriptif, injonctif, on verra ça plus tard, injonctif. Ça, c'est un texte injonctif. La note que vous avez là-bas, c'est ce qui donne des ordres. Le modèle du texte théâtral, poétique, les modèles poétiques. Et puis, on aura fait à peu près le tour, oui, 5 ou 6. Descriptif, je ne sais pas si je l'ai dit descriptivement. On fera des cours sur chacun de ces modèles-là pour voir ce qui fait leur pertinence et ce qui fait leur différence les uns par rapport aux autres. Quant à l'autre mot que nous avons ici, qui est cohésion, il regarde la conformité à un modèle particulier qui est celui de la langue française. Donc c'est la conformité à l'orthographe au sens très large, grammaire, orthographe, conjugaison. C'est la conformité de l'écriture qui est proposée avec les normes de la langue. Et c'est vraiment 2 domaines qui sont tout à fait différents, parce qu'un élève pourrait écrire parfaitement en français sans aucune faute, et être complètement à côté de la plaque pour le modèle. On lui demande un récit, il nous fait une pièce de théâtre, ben, le modèle n'est pas respecté, donc la cohérence n'est pas là.
alors que la cohésion y est. Et c'est plus en général dans l'inverse ce que l'on trouve, c'est que l'élève a très bien compris comment on fait un personnage, crée un personnage, décrit un personnage, mais c'est écrit dans un français qui est un français en apprentissage, on va dire, pour être limité, un français qui se découvre, qui se cherche. Et ce qui est très important, et ça c'est un principe pédagogique que nous développons, vous avez bien compris que sur l'économie globale de ce master, les cours de pédagogie sont plutôt en deuxième année et en premier, les cours de première année sont plutôt informatifs, sont plutôt sur ce qu'il faut maîtriser en tant que les connaissances à maîtriser en tant qu'enseignant. Donc l'année prochaine, on fera que des cours de pédagogie pendant toute l'année. Mais chaque enseignement que l'on propose, chaque enseignement, il a un objectif. Quand vous faites une séance, la séance, elle vise à. Elle vise à un objet quelconque. Comme je disais tout à l'heure, comprendre qu'il y a un personnage, créer un événement, s'interroger sur la situation finale, comme on clôt un récit, créer une situation initiale. Chaque séance, elle a un objectif. Et en général, c'est cet objectif-là, prioritairement, qu'on évalue. Ce qui fait que si notre objectif il est en termes de cohérence, savoir faire quelque chose, on regardera peu, on corrigera bien sûr, mais on ne tiendra pas compte des objectifs de cohésion. Pourquoi? Ben parce que c'est une question à la fois de compréhension par l'élève et aussi de motivation. Vous allez voir une copie d'élève, si on se met à corriger la cohésion et considérer que ça a aussi autant d'importance que tout le reste, la cohérence par exemple, il n'y a aucun élève qui a plus de moins 20, moins 30 sur 20. On note des points tout le temps, on en note 20, ça arrive à 0, puis on note encore 20, puis on note encore 10, et puis ça diminue comme ça. Aucun élève n'écrit de manière. Alors, l'adjectif qui va avec, c'est cohésif. Cohésif, parce qu'ils sont en apprentissage, puis parce qu'on a une langue difficile. Donc, il faut faire comprendre aux élèves où sont les erreurs. Mais il faut valider ce qu'on évaluait. C'est-à-dire que si on évaluait la fabrication d'un personnage, l'impression que doit avoir l'élève à la fin, c'est qu'il a réussi qu'il a réussi à faire le personnage. Et après, le reste est mal écrit. Mais on s'en fout. Dans son idée, il doit savoir qu'il a acquis quelque chose, qui était ce qu'on lui demandait. Parce que si on corrige tout de la même façon, ben, tout devient rouge et tout est faux. Et l'élève ne sait pas s'il a réussi ou pas. Il a l'impression qu'il avait réussi à faire un personnage et puis il a 0 parce qu'il a fait 200 fautes d'orthographe. Alors, il dit, bah, c'était nul ce que j'ai fait. Or, il a tout à fait réussi ce qui était dans l'objectif. Apprendre à faire un personnage ou apprendre à faire un élu. Donc, il faut distinguer vraiment les problèmes. Chaque séance, elle vise un apprentissage. Et c'est cet apprentissage-là qui donne lieu à une estimation, une évaluation. Et les phénomènes périphériques, on les laisse de côté. Et en termes de programmation, c'est très important aussi parce qu'on ne peut pas tout faire. Quand on est un élève, on a une intelligence en construction, si on peut dire, bien que l'intelligence soit une notion peu vide de sens. On a un élève qui est en train d'apprendre. Et il faut qu'il apprenne en limitant le nombre d'interférences. Si on lui dit invente une histoire, construis-la comme doit être construite une histoire, et puis respecte l'orthographe, ça fait 3 consignes. Donc quand on est en phase d'invention, on s'intéresse qu'à l'invention. On commence, le personnage était à la piscine. Bon, alors, si ça commence par piscine, qu'est-ce qui peut se passer dans une piscine? On peut se baigner, on peut ne pas se baigner, on peut plonger, on peut ne pas plonger, on peut se noyer, on peut ne pas se noyer. Bon, dans une piscine, l'invention, elle consistera à suivre les rails de ce qui est proposé. Et c'est ça qu'on évalue. Mais si en plus on doit se demander comment on fait une description, puis si en plus on doit se demander si c'est bien écrit en français, eh bien les élèves seront toujours paumés dans les consignes, dans ce qu'ils doivent faire. Donc quand on invente, on invente. Quand on écrit juste, on écrit juste. Et puis quand on respecte un modèle, on respecte le modèle, mais on ne fait pas tout à la fois.
Ça, c'est la grande idée de la pédagogie en général, c'est que les élèves ont dans chaque séance un objectif et que cet objectif, il vise à aller à un endroit. Et on ne peut pas mélanger tout l'apprentissage en une seule séance. Donc aujourd'hui, ce que nous allons regarder, c'est comment on propose une estimation, une correction des problèmes orthographiques. Et là encore, il faut bien voir à quoi ça vise. Ça vise à faire comprendre à l'élève qu'il y a différents types de fautes. Là encore, vous allez voir, si on devait corriger mot à mot les petits textes que je vous propose, il y a 50 fautes pour 5 lignes, pour 10 lignes. Il y a 4-5 fautes par ligne. Donc, si on doit mettre tout sur le même plan, ben, tout est faux. Sauf que, peut-être que votre objectif en tant qu'enseignant, c'était d'utiliser un certain nombre de mots techniques. Alors, est-ce que les mots techniques, ils sont bien écrits? Ceux qu'on a vus hier, ceux qu'on a vus avant-hier, ceux qu'on a vus le matin même. Est-ce qu'ils sont bien écrits? S'ils sont bien écrits, l'élève a réussi. Tout le reste ne marche pas. Mais l'objectif, écrire les mots justes, et il y a 5 mots justes à écrire, ça a réussi. Si au contraire, votre objectif, c'est de mettre des S au pluriel, tout peut être, les conjugaisons peuvent être complètement ratées. Il disa, bon, les conjugaisons sont. Mais est-ce qu'il a mis des S là où il fallait? Oui, donc il a réussi. Même si tout le reste est faux, l'objectif atteint, il a réussi. Donc tout l'enjeu de la correction d'une copie d'élève, c'est de classer les erreurs des élèves, organiser les erreurs des élèves, structurer les erreurs des élèves en catégories d'erreurs pour l'aider à progresser. On lui dira par exemple, tu vois, dans ton texte, il y a 4 mots que tu as mal su orthographier parce que celui-là, il y a 2 L, celui-là, bah, c'est un AI et non pas un EI, celui-là, c'est un ENT au lieu d'un ANT. Comment on peut savoir cela? Ce qu'on appelle l'orthographe d'usage. Mais il n'y a aucun moyen de le savoir. Il faut les regarder dans le dictionnaire, il faut apprendre les mots tels qu'ils sont. Donc voilà, tu as fait des fautes, il y a un certain nombre de fautes, c'est l'orthographe d'usage. Il faut savoir que ces mots-là, ils s'écrivent comme ça. Souris, héros, il y a un S au bout. Même au singulier, une souris, un héros, il y a un S au bout. Il faut le savoir. Par contre, là, il y a un groupe de fautes. Ça, c'est les accords du pluriel. Tu as écrit les petits sans S, avec un S. Ben, là, il y a un problème. Les petits, avec les devait aller à S à petit, puis oiseau, il est particulier, il s'écrit avec un X. Donc ça, c'est une faute. Par contre, ça, tu pouvais le savoir. Ça, tu pouvais la corriger. Ça, ces fautes-là, il faut que tu sois attentif à ça. Voilà comment tu pourrais être attentif. Donc, on classe les erreurs de sorte que l'élève, quand il écrit son texte, quand il écrira des textes, il ait des réflexes. Des réflexes qui consistent à dire, d'habitude, je fais des fautes dans les S, donc là, je vais faire attention aux S. Je fais des fautes dans les temps. Alors, il disi, il disa, il disu, il dit. C'est quoi le bon? Bon, c'est il dit. Bon, alors, il dit. Ah, ça fait sonner. Quelle est la bonne formulation du verbe? Nous avons 2 types de classements. Je progresse un petit peu. 2 types de classements qui sont possibles dans les erreurs d'élèves. Nous avons un classement qui est purement linguistique, qui classera les fautes en termes de phonèmes, morphèmes, morphèmes grammaticaux, morphèmes lexicaux, etc. Et nous avons un classement qui est davantage celui de la grammaire traditionnelle, qui découpera les fautes en 2 grandes catégories, qui sont d'un côté la syntaxe et de l'autre côté la morphologie. Et je vais commencer par celui-là, parce qu'il est un petit peu plus simple à manipuler. 2 catégories
deux grands ensembles de fautes, les fautes qui relèvent de la morphologie, les fautes qui relèvent de la syntaxe. Quelqu'un me propose une définition de ces deux mots-là, morphologie et syntaxe? Morphologie, on reconnaît morphé là-dedans, qui veut dire la forme. La forme. Donc la morphologie, c'est les erreurs dans la forme des mots. Dans la forme des mots, le mot lui-même est mal écrit. On va écrire oiseau, on va écrire O-I-Z-O. O-I-Z-O. Bon, ben oui, ça fait bien oiseau. Mais le problème, c'est que bon, voilà, la forme n'est pas bonne. Syntaxe, sun, en grec, ça veut dire avec. La morphologie, c'est les mots qui sont faux en eux-mêmes. La syntaxe, c'est les mots qui sont faux dans le contexte. Alors, exemple, si je dis les chevaux, à la place des chevaux, là-dedans, il n'y a pas de problème de syntaxe. C'est-à-dire que là, on a un pluriel, et le pluriel, il se traduit effectivement par cette forme-là. Donc, au point de vue de la syntaxe, la relation entre les mots, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est la morphologie. Pour faire le son che, ben, il faut autre chose que le se. Donc ici, le problème, il est morphologique, c'est-à-dire que la forme du mot n'est pas bonne. Si, en revanche, je dis les chevals, les, ça existe en tant que tel, cheval, ça existe en tant que tel, donc toutes les formes sont bonnes. Mais c'est dans la relation entre celui-là et celui-là qu'il y a un problème. Donc le problème, il est d'ordre syntaxique, c'est dans la relation des mots les uns avec les autres. Je vous distribue quelques textes, beaucoup plus que nous n'en traiterons ici, mais pas d'autres exemples à regarder. Si vous présentez quelqu'un d'absent, les feuilles, si nous comme d'habitude, les feuilles, je les laisse sur la table. Alors, on va commencer par le premier texte en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Va nous amener les premiers critères. Donc, on a un énoncé. L'énoncé, c'est un jour, sur sa bicyclette. Alors, bicyclette, c'est une star de l'orthographe, hein, bicyclette. Il y a deux I, dont un Y. Le premier se fait avec un C, et puis en plus, il y a deux T. C'est voilà, un mot aberrant en lui-même. Un gentil facteur, gentil, évidemment, il est idiot aussi comme mot, hein, puisqu'il y a un L au bout qui ne se prononce pas. Qui vient de loin, de par-delà les collines, de vraiment très très loin, arrive au village. Et puis nous avons une consigne. Tu continues l'histoire en utilisant au moins deux des personnages proposés dans les cadres. Et dans les cadres, on a minuscule. Nous avons grand-père, nous avons la fée Erika, Lapinou, le directeur et Lucie. Donc, qu'est-ce que nous, on comprend qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire l'invention de la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, au point de vue de la cohérence, ce sera un récit. Le facteur arrive quand? Là, il va falloir faire un événement. Donc, plutôt un récit. Et de surcroît, il faut réutiliser des personnages antérieurs. Qu'est-ce qui peut arriver à un facteur? Ça, c'est le cadre global. Alors, vous allez me dire, il peut arriver à un facteur tout et n'importe quoi, mais en l'occurrence, voilà, il vient de loin,
il est en bicyclette, qu'est-ce qui peut lui arriver? Ça, ce serait la cohérence. La cohérence, on attend R ici. Mais maintenant, au point de vue de l'orthographe, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, au minimum, on attend une chose. Tu continues l'histoire en utilisant au moins deux des personnages dans les cas proposés dans les cadres, eh bien que l'élève sache réutiliser les personnages qui sont ici. Alors, qu'est-ce que nous avons comme résultat? Je le lis parce que vous n'êtes peut-être pas très habitué à l'écriture des élèves. Donc, nous avons le facteur, mais, alors MER, mais ça n'empêche que c'est quand même mais, des lettres. Et Lucie demanda au facteur point. Alors, déjà, là, on a un certain nombre d'éléments qui vont me fabriquer mes premiers critères, qui sont des critères morphologiques. Critères morphologiques, donc, c'est le respect des mots dans leur dimension fixe. Le mot, il est dans le dictionnaire. Et dans le dictionnaire ne nous dit pas, vous pouvez écrire ce mot-là, QI ou KI ou CUI. Non, voilà, qui, ça s'écrit QI et c'est tout. Donc, le respect de la forme fixe, c'est ce qu'on appelle l'orthographe d'usage. Il faut faire comprendre aux élèves que le français, c'est une langue dans laquelle 60% des mots seulement s'écrivent comme ils se prononcent. Le reste des mots, 40%, donc grosso modo 1 sur 2, s'écrit avec des lettres muettes, avec des options. Est-ce que c'est ENT ou est-ce que c'est ANT ou est-ce que c'est simplement AN? Paysan, AN. Venant par la route, ANT. Pensant, le en, le premier en, se fait avec un E, PE. Voilà. Des règles, des normes qui relèvent de l'orthographe d'usage. Et ici, on a un problème qui émerge, deux problèmes, pardon, qui émergent tout de suite là-dedans. C'est dans l'être, l'être, on le veut ou non, voilà, l'être, deux T, R, E, deux T, R, E, et non pas un seul T et un accent sur le E. Donc, un accent sur le E, ça ne va pas, et puis il manque de T. L'être, c'est fixe. Voilà, il n'y a pas d'option sur comment je l'écris, de TRE. Et puis, nous avons une autre catégorie de faute qui apparaît ici, c'est ce qu'on appellera l'impossibilité à recopier. C'est-à-dire que quand un mot est dans le texte, d'origine, un des efforts qu'il faut faire quand on écrit, c'est se demander quelle est la nature, justement, de la faute, de l'écriture de ce mot. Ici, nous avons deux mots qui relèvent de cela. Nous avons Lucie et nous avons facteur. Alors, une remarque, j'y suis, il faut savoir comment on va écrire ça. Et ce qu'on fait globalement dans ce genre d'exercice, c'est qu'on relève le mot tel qu'il est écrit par les élèves et on en donne la bonne version. Donc, l'être posait des problèmes. Ces problèmes, vous devez être capable de les décrire. Hein, c'est qu'il y a un doublement du graphème que et il n'y a pas d'accent sur le premier E. Mais pour l'instant, on se contente de donner la version transformée. Et alors, Lucie, pourquoi est-ce que ça pose problème à Lucie? Eh bien, à cause de la majuscule. Lucie. Et pourquoi je le mets dans impossibilité à recopier? Eh bien, parce que c'était dans l'énoncé. C'était dans un désencadré. Tu complètes l'histoire en mettant. Tu continues l'histoire en utilisant au moins deux personnages. On avait Lucie. Et facteur re,
L'élève a écrit ça, et évidemment, il faut un facteur sans R. Quel est l'intérêt de faire une distinction entre ces deux catégories-là? Eh bien, la différence, elle est simple, c'est que quand l'élève, on lui aura dit, attention, ce que j'ai mis en vert, en bleu, en rouge, ce que j'ai souligné là dans ton texte, c'est le fait que les mots que tu as écrits ne sont pas justes, alors qu'ils t'étaient donnés dans l'énoncé. Eh bien, on espère qu'en faisant ça systématiquement, les élèves, par la suite, la première chose qu'ils feront lorsqu'ils écriront, c'est qu'ils iront regarder. Ils iront regarder comment le mot était donné. Si l'élève il avait compris qu'il y avait des mots donnés, eh bien, il aurait respecté la majuscule ici, il aurait respecté l'absence de E ici. Pourquoi est-ce qu'on fait une catégorie impossibilité à recopier? C'est pour que les élèves comprennent que dans tout énoncé, il y a déjà des mots qui sont présents et que ceux-là, on n'a pas le droit, alors pas le droit du tout, de les écrire faux. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a bien fait rire dernièrement de cette catégorie-là? C'était l'année dernière, il y avait un texte de Simone de Beauvoir euh, en sujet, Simone de Beauvoir, et un étudiant de Crémin, de maintenant, avait écrit Simone de Bovary, comme Madame Bovary de Flaubert, Simone de Bovary. Ça craint. Ça craint d'abord pour la culture générale, Simone de Beauvoir, Simone de Bovary, et puis ça craint aussi parce que quand le texte il est d'un auteur, le moins qu'on puisse faire, c'est regarder comment s'écrit le nom de l'auteur. Donc, impossibilité à recopier. Je le répète, pourquoi est-ce qu'on fait des catégories? Parce que l'élève, il doit avoir des automatismes. Et avec l'orthographe d'usage, le problème, c'est qu'il n'y a aucun automatisme. Voilà, il n'y a aucun automatisme. On le sait, on ne le sait pas. C'est pour ça que depuis le CP, on apprend des mots. On apprend des listes de mots. Les mots les plus courants, les mots ensuite thématiquement, ceux qui se terminent par ANT, ceux qui se terminent par EN, ceux qui pour que les élèves ils, fassent le moins de fautes possible d'usage. La seule solution pour l'orthographe d'usage, c'est apprendre les mots, regarder dans le dictionnaire. Par contre, la possibilité à recopier, ça se trafique, si je puis dire, ça se corrige facilement quand on sait qu'il faut regarder ça. Et on en aura un certain nombre d'autres dans ce texte-là de problèmes qui relèvent de cela. Et puis nous avons un autre problème dans cette morphologie, c'est ce qui relève de la ponctuation. Et pour le coup, je laisse ça un peu de côté pour l'instant parce qu'il y a vraiment un très très gros travail de ponctuation à refaire sur ce texte-là. Donc je traiterai ça en bloc tout à l'heure. Mais nous avons encore deux autres problèmes dans ce petit début. Le facteur met des lettres et Lucie demande au facteur point. Donc le point, je le dis, c'est ponctuation, je le traiterai en soi. Alors, qui m'en analyse de problèmes encore? Il y a deux fautes dans ce texte que je n'ai encore pas traitées. Oui, pardon. Alors, il y a mais. Alors, est-ce que mais, ça existe, tel que c'est écrit comme ça? Alors, pas dans la conjugaison du verbe mettre, ça c'est sûr. Mais en soi, est-ce que ça existe? Ben, oui, ça existe. Ça existe, mais d'abord, ça ne se prononce pas comme ça se prononce mais. Est-ce que vous pouvez m'en trouver un autre de mot qui se termine par ER et qui ne fait pas et? Manger, parler, oui. Cher, C-H-E-R, oui, effectivement. On ne dit pas chez, on dit cher. Un autre, il y a fer, le fer, le métal, F-E-R. C'est pas du fait, c'est du fer. Donc il y a quelques mots comme ça en français qui ont ce problème d'orthographe de prononciation. La règle normale ER, fin de mot égale et, ne fonctionne pas, c'est R.
C'est un des plaisirs de l'apprentissage du français. Donc ici, je me pose une question sur mère. Je me dis, est-ce que le mot existe ou pas? S'il n'existe pas, on est dans un problème de morphologie, c'est-à-dire la forme n'est pas bonne. Par contre, s'il existe, eh bien, on tombe sur un problème qu'il existe, mais il n'est pas à sa place. Il existe, mais il n'est pas à sa place. Et dans les problèmes de syntaxe, nous avons un premier grand ensemble qui est tout ce qui relève des homonymes. Les homophones ou homonymes, c'est-à-dire les mots qui s'écrivent pareil, pardon, qui se prononcent pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil ou ne sont pas de la même catégorie. Alors, la star des homonymes, c'est A et c'est E. Deux stars, c'est A et E. L'un, c'est le verbe avoir, l'autre, c'est une préposition, A de parcours avec, puis l'un, c'est un verbe EST et l'autre, c'est une conjonction de coordination. Donc ça complexe. On a la même chose avec ou. Vous savez que c'est une petite particularité, mais il y a un seul mot qui possède un U accentué en français comme ça, avec un accent grave, c'est ou. Donc on a une touche du clavier des ordinateurs, qui est le U accentué, qui ne sert que pour un seul mot en tout et pour tout. C'est le mot ou. Donc ou, c'est une conjonction de coordination, et ou, c'est un pronom relatif, avec un accent. Ici, c'est ou bien, et ici, c'est le lieu où. Mais on en a beaucoup d'autres. On en a énormément. Et on a par exemple le nom commun mère et en l'occurrence la conjugaison du verbe mettre. Alors là en plus, il y a un problème de prononciation. Mais ça pourrait très bien se prononcer mais, comme parler, manger, soupirer, etc. Ça existe, mais pas sous cette forme-là. Et puis nous en verrons tout un ensemble encore tout à l'heure dans cette catégorie. Donc là, on a un problème que on a toute une possibilité de mot. Et l'élève ne choisit pas le bon. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu mettre encore? Eh bien, il aurait pu mettre mais comme ça. Ça, c'est un déterminant possessif. Il aurait pu mettre la conjonction de coordination. Il aurait pu mettre quelque chose qui existe. Ça, c'est assez compliqué à faire comprendre aux élèves que des mots peuvent exister, mais qu'ils peuvent être toute une gamme à exister sur les mêmes sonorités ou sur les mêmes orthographes, toute une gamme à exister, mais à renvoyer à des catégories différentes. Donc c'est une catégorie homonyme et on fait des cours sur les homonymes pour apprendre quand on se sert de celui-là, quand on se sert de celui-là. Donc ici, l'élève a mis un mais, qui aurait dû être un mais comme ça, et je vais l'entourer avec une couleur particulière, parce qu'il y a de surcroît un autre problème, qui est un problème de phonologie. Le premier classement que je vous propose ne fait pas des erreurs phonologiques à critère essentiel. Le deuxième classement dont nous parlerons, la question de la prononciation est extrêmement importante. Là, effectivement, ça se prononce mère en français. Ça se prononce mère. Et donc, le facteur mère des lettres dans le, théoriquement, là, c'est pas possible. Donc, non seulement c'est pas le bon choix, pas le bon choix du mais en plus, celui-là ne pouvait pas se prononcer comme ça. Et puis, nous avons un deuxième type de faute, c'est l'immense champ des accords. L'immense champ des accords. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les accords? On a déterminant plus nom, plus éventuellement adjectif. Parfois, c'est un problème d'adjectif qui ne va pas avec le nom. Parfois, c'est un problème de nom qui ne va pas avec le déterminant. Parfois, c'est un déterminant qui ne va pas avec le nom. Bon. Le groupe nominal, pour appeler le groupe nominal, nom plus déterminant, plus éventuellement les épithètes qui pourraient aller dedans, il peut y avoir des problèmes
des problèmes donc d'accord. Ou alors, c'est très souvent aussi des problèmes sujet-verbe. On a un sujet au pluriel, un verbe au singulier ou vice-versa. Donc ici, on a un problème, c'est sûr, cette fois-ci, l'être des lettres, et il nous fallait évidemment celui-là. Donc l'être, vous voyez, c'est pas la peine de rayer l'être et puis dire qu'il y a un problème à l'être, parce que ça veut rien dire pour l'élève. Mais à l'élève, il faut lui dire attention, il y a deux choses. Il y a une chose que tu ne pouvais peut-être pas savoir, c'est que l'être, ça fait deux TR. Bon, ça, d'accord, c'est l'orthographe d'usage de TR. Mais il y a quelque chose que tu pouvais savoir, c'est que dans un groupe nominal, on a un bout au pluriel, ben, c'est que tous les morceaux sont au pluriel, ou aucun n'est au pluriel. Donc des lettres, ça c'est un problème très différent. Quand tu reliras ton texte, tu regarderas les déterminants. À partir des déterminants, tu sauteras sur les noms, tu sauteras sur les adjectifs, tu sauteras sur les verbes. Et de fait, il y a des cas qui sont un peu ennuyeux, mais pas tant que ça. Oui, un élève qui vous écrirait par exemple des chevals comme ça veut dire qu'il a compris des choses, l'élève. Il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose de très fondamental. Ben, c'est justement que quand on a un déterminant, on a au bout, on a au bout un S. Donc la règle, on se dit, il est dans une phase d'apprentissage dans laquelle il a compris que les pluriels se manifestent pour des. Et puis en l'occurrence, ça marche mal parce que oiseaux, chevaux, etc., c'est une autre forme de pluriel. Mais il a compris le principe du pluriel. Un élève qui vous écrirait des chevals comme ça mange, bref, il aurait aussi compris quelque chose qui serait pas mal. C'est que quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Donc, il est sur une phase d'apprentissage qui n'est pas catastrophique, qui est même plutôt bien vue. Il a compris pluriel là, donc pluriel là, donc pluriel là. Après, bon, bah, pluriel des verbes n'est pas le pluriel des noms. Ça s'apprend. Tranquille. En tout cas, vous voyez, ici, il y a un problème sur l'être qui peut donner lieu à une correction systématique. Chaque fois que tu vois ça, tu mets ça. Chaque fois que tu vois un S là, tu mets un là. Alors que ce problème-là, dictionnaire, apprentissage par cœur. Donc, notre facteur, il met des lettres. Il met des lettres, point. Et on va s'engager dans un petit dialogue. Est-ce qu'il y a une lettre pour moi? Point d'interrogation. Alors, est-ce qu'il y a une lettre pour moi? Vous voyez que lettre, c'est pas si catastrophique que ça parce que ce coup-ci, il est bien écrit. Bien écrit. Donc, ça voulait dire que l'élève, il savait. Il savait son orthographe. Donc, pour le coup, il faut essayer de lui demander de normaliser un petit peu. Ah, tu l'as écrit une fois comme ça, une fois comme ça. Qu'est-ce que c'est la bonne? Bon, ben, plus systématique. Là-dedans, orthographiquement parlant, il y a trois problèmes. Il y a un premier problème qui relève de la ponctuation. Donc là encore, je laisse le problème de ponctuation pour l'instant. On est là, ponctuation, je le laisse pour l'instant. On a deux problèmes sur deux mots-outils. Deux mots-outils qui sont aberrants. C'est celui-là et c'est celui-là. Est-ce que et il y a. Donc ici, il nous manque ça. Et puis ici, bah, on a une variation sur le qui. Est, en fait, c'est la forme interrogative. On a vu la dernière fois, une fois passé, les types de phrases interrogatives. Est, c'est l'inversion du sujet et du verbe de c'est. C'est, j'inverse sujet et verbe, donc ça fait SE. Donc le est, c'est le verbe être. Le est, c'est le verbe être.
Donc, on a plusieurs façons de réfléchir à la chose. Il y a une façon qui serait de dire que et ça existe, c'est la deuxième personne, tu es, et puis que dans toutes les possibilités du verbe être, l'élève a pris la mauvaise. Euh, Ça, c'est la solution numéro un. Puis la solution numéro 2, celle qu'on appliquera peut-être ici, c'est en fait dire qu'il y a un certain nombre d'expressions figées en français. Il y a d'expressions dont on ne sait d'ailleurs en général pas, même quand on est adulte, l'origine, que est-ce que c'était l'inversion de c'est que qu'il savait avant que je le dise parmi vous, c'est que devient en forme interrogative quand on inverse le verbe, est-ce que, vous qu'il savait. Bon, voilà, maintenant vous savez, mais pourquoi est-ce qu'on met un T? Ben parce que c'est, voilà, c'est S apostrophe EST. On a un certain nombre de ce qu'on appelle les mots-outils en français, c'est-à-dire des expressions figées qu'on apprend telles quelles, qu'on apprend en général en lecture globale, dès le CP. Alors, comment on apprend à lire? C'est un cours suivant que nous ferons plutôt autour d'avril. Quand on apprend la relation entre les sons et les lettres, dans chaque leçon qu'on fait tous les jours en CP, on apprend aussi des expressions dont on a besoin pour pouvoir lire rapidement et dont on analysera le contenu par la suite seulement. Par exemple, dans les premières leçons du CP, on apprend il était une fois. Il était une fois. Cette expression-là est très difficile à comprendre dans sa forme. Fois et fouillis et fouillès. Le oui qui fait wa, c'est compliqué. Il était AI qui fait est, c'est compliqué aussi. Il y a plein de lettres muettes là-dedans. Donc on apprend une forme. Puis on leur dit voilà, quand vous voyez ce bloc-là, c'est un mot-outil, c'est il était une fois. On apprend aussi il y a, parce qu'on en a besoin très rapidement quand on décrit une image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Ah, il y a. Non, c'est pas tout à fait il y a, c'est il y a. Il y a, ça s'écrit comme ça, et on verra le Y au mois de mars, dans 6 mois. Donc on n'attaque pas du tout la question de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais on apprend globalement. Et on apprend le c'est, très rapidement c'est. Les mots-outils qui permettent de décrire les objets. Chaque jour, on apprend 2 ou 3 mots. 2 ou 3 mots comme ça. Et donc, ces mots-outils, ben, on les maîtrise ou on ne les maîtrise pas. Mais quand on essaie de les écrire phonologiquement, en général, on n'y arrive pas parce que, justement, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes d'écriture euh, orthographique. C'est des objets grammaticaux, mais on ne les maîtrise pas. Alors, dans quoi on les met? On les met plutôt dans l'orthographe d'usage, c'est-à-dire dans le fait qu'il y a des expressions qui ont des formes fixes, soit d'orthographe d'usage, soit on peut faire une catégorie à côté qui est orthographe, mot-outil. Des mots-outils, des objets fixes qu'on doit savoir manipuler. Et donc là-dedans, il mettrait est-ce que, donc il donne cette formule-là avec l'élève et qui se traduira comme ça pour nous. Et puis, il y a, il y a. Pourquoi, de toute façon, c'est nécessairement dans la morphologie ce il y a là? Parce que ce mot-là n'existe pas. Autant celui-là de est existe, on aurait peut-être pu le mettre en syntaxe, autant là, il n'existe pas. Donc, il faut le mettre de toute façon en morphologie. Donc, est-ce qu'il y a une lettre pour moi? Et nous avons une réponse qui est oui. Dit point, le facteur point. Programme d'orthographe lourd, mais j'en parle pas pour l'instant. Alors maintenant, vous allez essayer de m'analyser la fée Erika. Les deux problèmes de même les trois problèmes, les deux problèmes de la fée Erika. 3 problèmes, non, c'est parce que je disais. Il y a 3 problèmes avec fée Erika.
Et les trois problèmes relèvent finalement d'une même catégorie que nous avons ici. C'est de la description, hein. Nous avons mis là les Erika, d'ailleurs c'est le majuscule, la fait Erika, et ça devrait être là, et Erika. Donc il y a trois problèmes. Il y a trois problèmes. Mais où est-ce que je vais classer ça, la fée Erika? Oui, yes, je le mets là. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'énoncé. La fée Erika, il était dans l'énoncé, c'était dans le petit encadré, c'était le troisième, la fée Erika. Donc il nous écrit la fée Erika. Au point de vue de la cohérence, c'est-à-dire du respect du genre, c'est bien. Parce que utilise des personnages désencadrés, il le fait, cet élève. Donc ça, c'est bien. Simplement, impossibilité à recopier, je vous laisse sous cette forme-là, et elle se trouve sous cette forme-là. Donc, c'est pas la même forme, donc problème. La fée Erika demanda, est-ce que, donc je ne reviens pas sur le est-ce que, il est déjà traité, est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Au point de vue de la cohérence, ça dévie un peu, parce que le facteur, c'est pas l'horloge parlante. Donc, un facteur, c'est pas censé spécialement donner l'heure. Mais si on va dans ce terrain-là, les faits ne sont pas simplement, pas spécialement non plus censés parler avec des facteurs. Donc, vous voyez, si on sort du monde normal, s'il y a une fée qui débarque, après tout, elle peut demander l'heure à un facteur. Le plus illogique, c'est pas qu'elle demande l'heure, c'est que ce soit une fée. Donc, bon, cohérence, on pourrait chipoter. Ici, nous avons deux phénomènes. Le plus simple à traiter, c'est un problème de morphologie. C'est ce qu'on appelle le séquençage. À savoir que les mots, ils ont une structure. Ils ont une structure propre. C'est tout l'objet du cycle 1 et tout l'objet du CPCE1, c'est de comprendre que on envoie des flots, on envoie des suites de sons, mais qu'en fait, ces suites de sons renvoient à des blocs qu'on appelle des morphèmes, des blocs qu'on appelle des mots, et ces blocs sont réutilisables indépendamment des autres. S'il vous plaît, ce n'est pas un bloc complet, c'est en fait une expression extrêmement complexe qui est s'il, vous, et puis plaît, le verbe plaire, avec, et en plus, c'est une expression, c'est une proposition subordonnée, si, conjonction de subordination, plus le verbe plaire. Donc l'élève, il nous fait un bloc, parce qu'il n'a pas compris que, en fait, c'est un ensemble de morphèmes différents. Donc, de problèmes de séquençage, il y en a partout. Il y en a partout dans les copies des élèves. Ils joignent les déterminants et les noms. Ils joignent les noms avec les verbes, les verbes avec les prépositions, les prépositions, pardon. Partira, partir à devient partira. Bon, ça, c'est tout à fait classique. Donc, c'est un type de problème. C'est le fait qu'il faut que l'élève y comprenne que dans s'il vous plaît, en fait, il y a quatre mots. Il y a ce, il, vous et fait. Et puis l'autre problème, nous l'avons déjà vu, c'est que l'élève, il a le choix entre ça qui existe et ça qui n'existe pas. Non, l'inverse. Deux choses qui existent, pardon. Il y a deux choses qui existent et puis il fait un choix. Il fait un choix et puis il y en a un qu'il a déjà vu souvent, c'est le déterminant possessif ou le pronom possessif, pronom personnel, pardon, pronom personnel. Et donc il fait le choix, il fait un mauvais choix. Alors qu'est-ce que c'est que faire un mauvais choix? C'est l'hégémonie. L'heure, ça existe. L'heure, ça existe aussi.
mais ce n'est pas le bon. On en a encore un autre, un de leurre, c'est celui qui sert à tromper, un leurre, le RE, mais il est d'un usage beaucoup moins courant. Où est le problème? Ben, leurre existe, donc comme il existe, ce n'est pas un problème de forme, c'est un problème d'usage. Il n'est pas utilisé le bon endroit. Oui, le facteur, il est. Alors le il est, je lui fais le même traitement que les autres mots-outils. Il y a, il est, il était, c'est. Voilà. C'est une forme fixe qu'il faut apprendre. Le il est ce qu'on appelle impersonnel. Il renvoie à rien du tout. 4 heures de l'après-midi. On pourrait faire deux traitements de l'après-midi. On pourrait dire que c'est un problème d'homonymie. Le pré, ça existe. Le champ, le pré, et un champ, un pré. Mais on pourrait faire un traitement un peu plus simple en disant que c'est juste un problème de séquençage. Problème de séquençage. Et il dit, en fait, c'est après-midi. L'élève n'a pas compris que l'après-midi, c'est ce qui vient après-midi. Avant midi et après-midi. Donc, je le mettrai dans le séquençage. Le dicteur demande, est-ce qu'il y a une lettre pour moi? Un, deux, trois. Trois problèmes. Je vous laisse réfléchir sur ces trois problèmes. Le SE, je laisse complètement tomber. Hein. Il y a quatre problèmes et il y a le SE. Donc, le SE, je l'ai déjà traité. Bon, ben, puis le IA aussi. SE, IA, outil. Donc le il y a. Oui, l'élève, il ne sait vraiment pas comment on dit, écrit il y a. Alors, ce qui fait des tests, mais il n'y en a aucun qui est bon. Donc il me reste deux gros problèmes. Qui me trouve un problème? Oui, dicteur. Bon, un petit militaire copié. Pourquoi? Parce que dicteur, avec son D majuscule, il est dans l'énoncé. Et ce qu'on peut dire aussi à l'élève, comme j'avais entouré tout à l'heure mère et mais, c'est que dicteur, de toute façon, dicteur, hein, est-ce que c'est bien dicteur que tu voulais dire? Non, ah, il en manque un bout, dicteur. Donc, il faut aussi que les élèves ils comprennent que ce qu'ils écrivent, ça se lit. Ça se lit, donc ça se prononce. Donc, non seulement il y a la possibilité à recopier, mais en plus, les sons ne sont pas bons. Le nombre de sons n'est pas bon. Et puis, il y en a une visiblement de faute que vous n'avez pas vue, c'est qu'on est oui. Ben, en fait, c'est parce que c'est du style direct depuis le début. Donc, deux points, ouvrez les guillemets. Est-ce que c'est le problème de ponctuation? Non, c'est qu'en fait, on est passé au présent. Jusqu'à présent, on était sur des A de mandat, et là, on passe au présent. Donc, il y a un problème, et celui-là, on n'a encore pas vu, il y a un problème de conjugaison. Le mandat, il faut le maintenir au passé simple, puisque le reste est au passé simple. Demande, demanda. Une remarque, la syntaxe des verbes est très, 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 très souvent fausse chez les élèves. Oui, maire, par exemple, si le maire n'avait pas existé, mais qu'il avait écrit autre chose, ME, par exemple, ou MEZ, oui, ce serait un problème de conjugaison. La forme du verbe n'existe pas. Mais c'est vraiment très, très, très courant que les verbes sont défaillants dans une copie d'élèves. Soit dans leur forme,
Donc, on les mettrait en morphologie verbale, soit dans leur conjugaison, on mettra dans la syntaxe verbale, dans la conjugaison. Donc, il faut qu'on se maintienne au passé. Est-ce qu'il y a une lettre bien écrite pour moi? Donc, vous voyez, lettre, il n'y a qu'une seule fois où il l'a raté, lettre. Donc, on aurait pu lui dire, compare ce que tu as déjà écrit. Oui, même deux lettres. Alors, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, ça c'est la ponctuation. Mais il y a quand même deux problèmes ici qui sont dans deux catégories différentes. Oui, même deux lettres. Où est-ce que vous me les trouvez, ces deux fautes, et où est-ce que vous les mettez? Oui, dites-moi. Donc, voilà, hein, c'est la même. C'est la même ici, deux lettres. Et puis, nous avons ici. Même, comment ça s'écrit même? Pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas AIME? Mais sauf que dans le dictionnaire, ça s'écrit de façon différente avec un russe complexe. Ça, on ne peut pas le deviner. On ne peut pas le deviner. C'est le dictionnaire qui nous le dit, ou c'est la force de le lire, ou à force de l'écrire, ou à force de le voir, ou à l'apprendre par cœur. Donc, c'est de l'orthographe d'usage que même, ça ne s'écrit pas AI, mais ça s'écrit E. Lapinou, donc nouveau personnage, passe dans le village pour visiter le village. Donc Lapinou passe dans le village pour visiter le village. Pas de problème. Donc deux s'entendent. Lapinou passe dans le village pour visiter le village. Dans la conjugaison du verbe passer, est-ce que passe apparaît quelque part? Non. Donc, c'est un problème de morphologie. C'est un problème de morphologie. Nous avons ici un mot qui n'existe pas tel quel. Passer, voilà, c'est l'orthographe qu'on pourrait mettre orthographe d'usage. Une extension ici. Passe, passe. Et là aussi, c'est vraiment un problème de phonologie. Phonologie, ça dépend d'une règle que quand un S est entre deux voyelles, il se prononce ZE. Quand un S est entre deux voyelles, il se prononce ZE. Donc, si on veut maintenir le son SE, il faut doubler le S. Et c'est la même chose que FISPIT. FISPIT qui devient donc justement trop de S. Trop de S modifie le son. On veut visit, on veut un ZE. Et ce ZE, il n'est pas possible à cause justement du 2S. Donc là, il y a à l'évidence une règle que l'élève ne connaît pas, qui est une règle d'orthographe. Une règle d'orthographe qui fait que les deux S et les S changent de prononciation quand ils sont entre deux voyelles. Et puis, il y a un troisième problème sur le visiter. Il passe pour visiter, c'est un infinitif. On a vu la dernière fois justement que c'est un des cas d'usage des infinitifs. Quand est-ce qu'on utilise les infinitifs? Quand ils sont dans un groupe prépositionnel. Une pomme pour cuire, un monument à visiter, je ne sais pas quoi à construire, une maison à construire. Quand on a une préposition, ce qui suit, c'est un verbe à l'infinitif. Et donc ici, c'est donc une règle. Visite, visite, ça existe. Si on note le 2 et 5, si on se concentre que sur la fin. Il visite, mais là, le problème, c'est qu'on veut visiter. Donc, c'est un problème de forme du verbe de conjugaison. Visite, ça existe, mais on veut l'infinitif. L'infinitif et non pas le verbe conjugué à la troisième personne. Effectivement, il visite le facteur. Le facteur visite.
Mais ce qu'on veut, c'est qu'il visite. Et là aussi, il y a un problème de son. Ça ne se prononce pas comme on voulait. Et Sylvie demande, est-ce que vous avez mis une lettre dans ma boîte aux lettres? Alors, je vous laisse la faire toute seule, celle-là. Est-ce que vous avez mis une lettre dans ma boîte aux lettres? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de Sylvie? Il y a au moins un problème dans Sylvie. Oui. Alors, ça, c'est le minimum qu'on puisse faire, effectivement. C'est-à-dire que Sylvie, hein, ça s'écrit comme ça. Hein, je lis S-Y-L-V-I-E, ça vient de Silva, la forêt en latin. C'est S-Y-L-I-V-E. Mais maintenant, on peut écrire les prénoms n'importe comment. On va vérifier vos prénoms. Je ne sais pas s'il y en a qui s'appellent Mathis parmi vous, mais les Mathis, il y en a 5-6 orthographes différentes, avec des Y, avec un T, avec des H, avec deux T, avec. Bon, l'orthographe, c'est très récent, hein, ça fait 20 ans. 20 ans que l'état civil accepte tous les prénoms possibles dans n'importe quelle orthographe. Avant, il fallait avoir des prénoms qui étaient stricto sensu dans le calendrier. On a une bande dessinée qui s'appelle Torgal, Thorgal, Torgal, et dans une des préfaces devant la bande dessinée, les auteurs disent beaucoup de nos lecteurs nous demandent quelle est l'étymologie de Torgal et d'où ça vient pour pouvoir appeler leurs enfants comme ça, parce que l'état civil refuse systématiquement. Et ils répondent c'est un nom qu'on a inventé, donc il n'est pas dans l'annuaire, pas dans le calendrier, il n'est pas dans la liste officielle des saints. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, la loi a changé et on peut écrire les mots. Donc, après tout, Sylvie, ça pourrait effectivement s'écrire comme ça. C'est inhabituel, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est un nom propre. Quoi qu'il se passe, c'est un nom propre. Donc, il faut au minimum, comme l'a dit votre camarade, la majuscule. Alors, la majuscule, qu'est-ce que ce serait là-dedans? C'est un problème de ponctuation, la majuscule. Mais on pourrait le mettre dans orthographe d'usage, le fait que, par définition, tous les noms ont une majuscule. Mais je le placerai aussi tout à l'heure dans le problème de ponctuation, vous allez voir pourquoi. Parce que quand il y a une majuscule, c'est qu'en général, il y a un point avant, sauf dans les noms propres. Donc c'est un cas un peu particulier. Donc, et Sylvie demande de, donc c'est encore de mandat, de mandat de tout à l'heure, il faut que je le passe au passé simple. Est-ce que, je ne reviens pas dessus, vous avez mis une lettre dans ma, alors ma, il y a un problème. Ma, et il y a deux manières de le traiter le problème là aussi. Et c'est en connaissant vos élèves que vous saurez comment le traiter. MAS, est-ce que ça existe dans le dictionnaire? Ben oui, ça existe. Mais c'est un mot un peu particulier du vocabulaire provençal. Un mât, MAS, c'est une bicoque dans la campagne. Un mât provençal. Alors, soit les élèves, ils viennent du sud. Et puis, c'est un mot qui se trouve sur tous les panneaux d'affichage, tous les panneaux de la route. Ma machin, ma truc, ma bidule. Donc, c'est un mot commun du vocabulaire qu'on utilise tous les jours quand on habite en Provence.
Donc, et là, donc, on mettra ça dans homonyme. L'élève, il a télescopé un mot du quotidien, qui veut dire maison, et puis le pronom possessif, le déterminant possessif, pardon, déterminant. Soit on considère qu'il est plutôt ailleurs que dans le sud, et puis il a inventé une forme qui n'existe pas. Moi, je le mettrais plutôt là pour ne pas s'ennuyer. Donc, dans l'absence d'information, ma, ça n'existe pas. Donc, je le mettrai dans orthographe d'usage. Ma, ça s'écrit MA. Voilà, c'est écrit MA. Et puis, boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Eh bien, boîte aux lettres, c'est un problème de séquençage. Donc, au bout du compte, si vous rayez tous les endroits, si vous rayez, vous soulignez, vous mettez du rouge sur tous les endroits où il y a des fautes, il y en a 50. Donc, l'élève, tout est faux. L'élève, tout est faux. Maintenant, est-ce que l'élève, il a respecté la consigne? La consigne, c'était tu continues l'histoire. Le facteur, il va donc donner des lettres. Est-ce que c'est illogique qu'un facteur distribue des lettres? C'est même plutôt ce qu'on attendait de lui. Donc, tu continues l'histoire, c'est fait. En utilisant deux des personnages proposés dans les caves, on a la fée Erika, Lucie, le directeur, c'est fait. Donc, l'élève, il a réussi l'exercice. La seule chose qu'on peut lui dire, c'est qu'il a réussi. Il a bien continué l'histoire, le facteur distribue des lettres, et il a bien continué, il a bien utilisé les personnages. Donc, le texte n'est pas mal en soi pour la cohérence. Mais si on corrige l'orthographe, on raye tous les mots. Donc on lui dit c'est bien et tout est rouge de haut en bas. Donc évidemment, ça n'a pas de sens. Donc il faut bien distinguer ce qui relève de tu as respecté la consigne, tu as réussi, de faut un peu veiller à l'écriture du français. C'est une langue normée qui a des règles. Et donc pour que l'élève y progresse, il faut lui expliquer qu'en fait toutes les fautes, elles ont des origines. Et à notre élève, on va lui dire, tu vois, plusieurs fois, tu as eu des problèmes, donc il va falloir faire émerger ça dans la correction, il va falloir mettre une couleur particulière, il va falloir faire un classement, va faire, dans la côté de la copie, on va faire deux petits encadrés, on va dire des lettres, deux lettres. Deux fois, tu as fait une erreur que tu aurais pu éviter, puisque lettre, ici, il y en avait plusieurs, et là, tu n'as pas mis de S. Il y a un autre endroit, on va faire des flèches, on va lui dire, puis, tu vois, regarde là, tout de même, lettre, non pas ça, Lucie, facteur, là, directeur, je ne sais plus lequel d'autre. C'était dans l'énoncé. C'était dans l'énoncé. Donc, oui, on isole. Donc, qu'est-ce que tu dois faire quand tu écris une copie? Tu dois absolument regarder les mots de l'énoncé et les reproduire tels quels. C'est interdit d'écrire un mot qui était dans l'énoncé faux, puisqu'il était donné, il était dans l'énoncé. Donc, la prochaine fois, tu te concentres là-dessus. Tu te concentres sur les S. Bon, ça, c'est important. Ensuite, il faudra faire des cours sur les conjugaisons, parce que finalement, le mais, c'est aussi un problème de conjugaison, d'une certaine façon, les homonymes, les conjugaisons. Dans l'orthographe d'usage, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va apprendre des mots, on va les afficher, on va les faire recopier, les expressions toutes faites, et puis les mots outils. Chaque fois qu'on lira dans un texte un mot outil, on leur dira, vous vous rappelez le SQ, comment il s'écrit? S'écrit avec un T. Vous vous rappelez, il y a, il est, comment ça s'écrit? Va émerger dessus. Et tout est faux, mais il y a ce qu'on appelle les remédiations, c'est-à-dire la manière de se corriger soi-même, d'aider l'élève à corriger. Les remédiations, ce qu'on va faire en tant qu'enseignant pour l'aider, c'est des grandes catégories différentes. Tout ne se vaut pas. Il y a des fautes qui sont pas graves du tout parce qu'on ne pouvait pas le savoir, que même c'était AI. Il y a des fautes qui sont absolument évitables, c'est ce qui était dans l'énoncé. Il y a des attentions à porter, et puis il y a une progression de la langue qui mettra des années, les conjugaisons, les syntaxes, les mots d'usage, à des années. Donc on casse les problèmes, les phénomènes, pour que l'élève il comprenne que tout est rouge, tout est corrigé de couleur, tout est rayé, mais c'est
parcours normal de quelqu'un qui apprend le français, d'une part, et puis d'autre part, c'est des catégories d'erreurs différentes qui donnent lieu à des corrections différentes. Alors, il nous reste quand même, dans ce texte-là, il nous reste un problème, et c'est le problème de l'orthographe, de la ponctuation. Et le plus gros problème de ponctuation, il renvoie en fait à ce qu'on appelle le style direct. Qu'est-ce que c'est que le style direct? Le style direct, c'est le fait que on rapporte des paroles telles qu'elles ont été prononcées. On rapporte des paroles telles qu'elles ont été prononcées. Donc, exemple, le facteur demanda, deux points, ouvrez les guillemets, quelque chose. Et là, pour le coup, tout est vraiment très, très, très problématique sur le style direct. Et ce qu'on peut dire, c'est que, à mon avis, l'enseignante n'a encore, ou l'enseignant n'a encore jamais fait de cours sur la question. Jamais fait de cours sur le style direct, parce que sinon, ça se verrait. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réécrire le texte. On va réécrire le texte tel qu'il devrait être. Alors, tout d'abord, un paragraphe. Est-ce que c'est assez gros? Un paragraphe, ça va commencer par un alinéa, c'est-à-dire un décalage par rapport à la ligne. On aura donc le facteur, mais des lettres. Et évidemment, dans ce cas-là, on essaie nous-mêmes de ne pas trop faire de fautes d'orthographe, ça va faire très mal. Et Lucie demanda au facteur, et là, ça commence. Deux points, ouvrez les guillemets. La suite va bien. Majuscule. Tiret. Est-ce qu'il y a une lettre pour moi? Point d'interrogation. Donc, alors ensuite commence la règle sur le style direct. Et le style direct consiste à faire en sorte que les réponses peuvent être données à une question dans un dialogue, soit dans le même guillemet. Autrement dit, tant qu'on est dans le dialogue, on ne ferme pas le guillemet. Ce serait une erreur de fermer les guillemets ici et de les rouvrir à la phrase d'avant, d'après, pardon. Les guillemets s'ouvrent ici, ils se termineront quand le dialogue sera terminé. Mais quand on a une réponse, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on fait alinéa, tiret, et majuscule. Alinéa, tiret, et majuscule. Oui. Oh, oui. Verbe de réponse en incise, c'est-à-dire avec une virgule, et le facteur. Point. Et d'ailleurs, c'est pas, je croyais que ça continue après, donc ça ne continue pas après, donc on ferme le guillemet. Et après, le récit recommence. Donc le dit facteur, il est hors du dialogue. Donc on ferme les guillemets avant. Mais il faut quand même refaire un alinéa, parce qu'après, on part sur autre chose. Et on part sur quoi? On part sur la fée Erika. La fée Erika demande, et donc rebelote, on débute un dialogue, donc deux points, ouvrez les guillemets. Est-ce qu'il que vous avez là? Est-ce que vous avez là? Et
Hop, il faudrait une virgule ici. Alinéa pour la réponse. Majuscule. Donc oui, cette fois-ci, virgule. Il facteur, virgule. Il est 4 heures de l'après-midi. Ouais, alors, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de problème avec heure, parce que c'est 4 heures comme ça. Et où est-ce que se termine le dialogue? Eh bien, il se termine ici. Donc, deux cas d'espèce, c'est pour ça que ce sujet-là était un sujet de concours compliqué, c'est que ici, le verbe de parole, il est hors du dialogue. Donc, on ferme les guillemets quand le dialogue se termine. Mais ici, le verbe de parole, il facteur, il est à l'intérieur du dialogue. Donc, on ne ferme pas les guillemets ici pour les rouvrir là. On insère entre virgules. Il faut que la virgule en rouge soit ici. Hop. On fait ce qu'on appelle une apposition. On met entre virgules le verbe de parole qui est dans le dialogue. Donc, on termine le dialogue quand le dialogue se termine. Après, on repart sur le directeur, dit gagné. Donc, il y a le problème de la mise en page. Les questions vont dans la continuité du récit. La fait Erika demanda de combrer les guillemets, mais les réponses doivent aller à la ligne avec un tiret, commencer par une majuscule. Ah, celui-là va être aussi avec une majuscule. Et le verbe de parole dans la deuxième phrase, dernière phrase, étant dans le dialogue, on ne ferme pas avant, mais on fermera quand tout sera fini. Retour. Début. Alinéa. Le directeur demanda deux points, ouvrez les guillemets. Est-ce qu'il y a une lettre moi? Donc, retour. Tiret. Majuscule. Oui. Même deux. Point. Et on finit ici, puisque le dialogue se termine ici. Il y a une règle en plus, hein, qui est la surcouche, c'est que quand on répond par oui ou par non, les oui ou par non, les oui ou non sont suivis de virgule. Oui, même deux. Ça s'entend à l'oral. Oui, même deux. Oui, même deux. Il y a un silence entre les deux. Donc après les deux oui, il y a une virgule qui doit apparaître. Retour au début. Lapinou passe dans le village pour visiter le village.
Et Sylvie, on pourrait chipoter sur le Sylvie. Ça, c'est en noir. Théoriquement, le est, c'est une conjonction de coordination. Enfin, c'est pas théoriquement. Le est une conjonction de coordination. Donc, théoriquement, il n'y a rien, et ça coordonne. Et un point, ça sépare. Donc, est-ce qu'on peut mettre un point et un et après? C'est un peu limite grammaticalement, mais ne chipotons pas. Et Sylvie demanda. Deux points entre les guillemets. Est-ce que vous avez mis une lettre dans ma boîte aux lettres? Et sur la fin, il manquait la ponctuation de la question et du train. Alors, si je reprends l'ensemble, en ponctuation, il y a deux gros problèmes. Il y a un problème ici tout bête, c'est que c'était une question et il n'y avait pas le point d'interrogation. Donc ça, c'est indépendamment de tout contexte, une question a un point d'interrogation. Donc le point d'interrogation, c'est un problème de ponctuation en soi. Une question doit avoir un point d'interrogation. Puis un deuxième problème, c'est la ponctuation du style direct. Cette ponctuation du style direct, elle va passer par les guillemets, les alinéas, les deux points, les virgules, et puis passer par savoir où on ouvre et où on coupe. Si on le présente comme ça, vous voyez que par rapport au paragraphe, au bloc unique qu'a fait l'élève, il y a vraiment un problème de ponctuation. Alinéa ici, ça c'est pour tout texte, ça commence par un alinéa. Deux points ouvrez les guillemets, fermeture ici, quand le dialogue se termine. Mais il fallait un alinéa, un tiret, une majuscule à la réponse. Ouverture ici, fermeture là. Oui, avec une virgule, parce qu'on met le verbe en apposition. Alinéa, le directeur, deux points, fermeture ici. Oui, virgule, ouverture, fermeture. Donc, à l'évidence, l'enseignant n'a jamais abordé la question du style direct en soi, dans la dimension ponctuation. Elle l'a abordé nécessairement parce qu'on a à chaque fois quand même le nom, le verbe de parole, et puis dans la réponse, le verbe de parole bien fait. Oui, le facteur dit, il est 4 heures. Non, l'élève, il a bien compris que dans la réponse, on inverse, dit le facteur. Donc là, il y a quand même deux réussites sur le style direct. Présence du verbe de parole pour le personnage 1, et bonne réponse pour la réponse, dit le facteur, dit le facteur. Là, ce n'est pas le cas, mais bon, dans le contexte, on comprend qui parle. Dans la réponse, on inverse le sujet et le verbe, dit le facteur. Donc, deux grosses réussites. Mais sur la ponctuation, à l'évidence, qu'on a été fait. Donc, la ponctuation, en l'occurrence, ce sera un problème qu'on mettra dans l'axe plutôt morphologique. Est-ce que vous avez une question sur tout ça? Dans l'idéal, on aurait des codes couleurs. Et par exemple, ici, on mettrait du vert. Ici, on mettrait du vert. C'est le même type de problème. Deux types de problèmes, et c'est le fait qu'il y a confusion entre... pardon, il n'y a pas accord.
Ici, ben, on va mettre ça en jaune. Ici, on va mettre ça en jaune aussi. Ici, on va mettre ça en jaune. Voilà. Et ça, c'est le même type de problème toujours répété. C'est toujours la même faute. Et cette faute, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la méconnaissance de cette formule il a, il est. Quelque part, on a il est. Il est, il est, il est, voilà. Il est ici. C'est toujours le même type de faute. Qu'est-ce qu'on a comme problème? On a les séquençages. Les séquençages, on a boîte aux lettres. Boîte aux lettres, on va mettre ça d'une autre couleur, boîte aux lettres, comme ça. On avait, s'il vous plaît, Federica. Federica, on va mettre ça comme ça. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Oui. Où sont les problèmes? Ben, les problèmes ne sont pas de même nature. Et donc, évidemment, tout est faux. Mais tout est faux, mais avec des corrections possibles différentes. Des corrections possibles différentes. Tu as des problèmes, bon, c'est clair, mais ces problèmes, ce qui est en bleu clair, ça se corrige tout seul. Ce qui est en vert ici, il faut faire attention de, hop, des lettres, je voulais lever les lettres, oh, voilà, lettres, je voulais le mot. Oui, faire comprendre à l'élève que tout se décline selon des types de problèmes avec des réponses possibles. Si tout est faux partout, j'ai besoin de travailler parce que quoi que je fasse, c'est pas bon. L'élève que nous avons là, il a parfaitement répondu à la consigne. Il a utilisé 2 personnages, même 3, et il a continué l'histoire. Donc il a parfaitement répondu à la consigne. Si on lui dit que c'est nul, parce que tout ça, il ne va pas comprendre. Quand il fait un effort pour réussir, ça ne marche pas. Alors, pas besoin de faire des efforts. Il y a, il y a un acteur italien qui s'appelle Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni, vous avez sans doute déjà vu des films avec lui. Et il a fait, au début, c'était un acteur de théâtre dans ses tout débuts, il faisait des pièces montées par Luchino Visconti, qui était de très grand réalisateur et metteur en scène italien. Et puis Visconti, chaque fois qu'il montait sur scène, lui disait c'est nul ce que tu fais, c'est pas bien, c'est donc ça l'angoissait. Puis un jour, il est arrivé sur scène, il raconte ça dans une interview, il est arrivé dans cette scène, sur scène complètement bourré. Et Visconti n'a pas tari d'éloges. C'était super, c'était comme ça qu'il fallait faire, c'était magnifique. Donc il dit, bah, après, je ne me faisais plus, puisque quoi que je fasse, ça n'allait pas, c'est quand j'étais bourré que ça allait. Donc il y allait tout sous en quelque sorte. Il y allait version libre. Il ne se préoccupait pas de ce qu'il fallait faire, il faisait n'importe quoi. Ben là, c'est pareil. Si tout est faux, l'élève, il saura qu'il n'a pas d'effort à faire. Par contre, si on pointe les différentes directions dans lesquelles il doit faire des progrès, alors ça devient intéressant. Il faudrait faire émerger aussi ici. On va mettre ça en vert comme ça. Les problèmes de ce, par exemple. Ça, c'est un problème en soi, les problèmes de ce. De même, les demandats. Les demandats, c'est un problème en soi. C'est qu'il faut rester au passé. D'ailleurs, j'ai fait une faute moi-même ici, puisque il faudrait que, pour le maintien du passé, il faudrait que nous-mêmes nous maintenions le texte au passé. Voilà. Des fautes, même des explications. Bien. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Donc, ce quart d'heure, vous allez vous lancer vous-même dans une petite correction. Juste en dessous, nous avons le chat de mer. Nous avons des tortues de mer, nous avons des loups de mer, nous avons des chiens de mer, nous avons
Pourquoi pas un chat de mer? Donc notre chat de mer, il lui arrive des aventures. Faites-moi la correction. Faites-moi la correction de ce chat de mer. Alors je ça et je vous remets les critères. Allez, vous avez 10 minutes et après on corrige ça en 5.
Bon, bah, la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, ça se voit peut-être mieux comme je l'ai écrit ici, l'élève va à la ligne à chaque phrase. Et quand on fait un paragraphe, quand on écrit un texte, en général, bah, on fait justement un paragraphe, c'est-à-dire qu'on fait un bloc. Ça, je vais vous le dire très très souvent dans vos dissertations. Les dissertations, faites attention, ça reste quand même, les dissertations, un objet dans lequel on fabrique des paragraphes, c'est-à-dire qu'on ne va pas à la ligne à chaque phrase. Donc ici, voilà, on devrait avoir déjà quelque chose qui ressemblerait à ça. Autrement dit, un bloc compact. Alors ensuite, quelle est la nature des problèmes qui se manifestent dans ce bloc compact? Voilà. Alors, le code orthographique un petit peu, je voudrais que vous me trouviez un problème d'orthographe d'usage lié à un nom commun. Oui. Chat. Un chat, oui. Une chatte, oui aussi. Mais le problème, c'est qu'il nous faut quelque chose de plus que chat. Il y a un T qui intervient à un moment. Donc, chat, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre dans l'orthographe d'usage. Orthographe d'usage, voilà, il faut savoir qu'il y a un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre de mots, pas au féminin, eh bien, il se trouve ils doublent leur dernière lettre. C'est le cas de chat. Donc, chat, orthographe d'usage, parce que bah, si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. On ne peut pas le deviner. Ensuite, est-ce qu'il y a, et la réponse est oui, les mots, est-ce qu'il y a des endroits où il y a des problèmes encore d'orthographe d'usage, c'est-à-dire de mots qui n'existent pas? Est-ce qu'il y a des mots qui n'existent pas dans ce texte? Oui. Peine. D'ailleurs, faites bien de le dire, parce que moi, qui écris de manière automatique, j'ai fait un peine. Même faute, hein, même faute, même type de faute. Orthographe d'usage. Et puis, il y en a encore un. Il y a une forme verbale qui n'existe pas dans toutes les formes verbales. Oui, fallait. Voilà. Le fallait, celui-là, c'est quoi le participe passé de c'est fallu, de falloir, fallu. Il aurait fallu que tu, gna gna, aurait fallu. Donc, c'est pas le verbe fallait, c'est le verbe falloir. Donc, celui-là, il n'existe pas en soi. Donc, celui-là, on le mettra aussi en faux, on le mettra en faux pour un problème de morphologie aussi. Et ça, c'est une morphologie d'un nom, ça, un adverbe, ça, la morphologie d'un verbe. Le fallait tel quel, il n'existe pas. Contrairement au aller, par exemple. Le aller, il existe. Je suis allé, c'est comme ça que ça se fait. Mais il y a un problème quand même sur le aller. Et puis, toujours dans morphologie, il y a un mot-outil. Ce que j'appelais tout à l'heure les mots-outils, vous avez vu, il était une fois, etc. Là, il y a un mot-outil qui ne va pas quelque part. Ben, soit on le met dans mot-outil, soit on le met dans homonyme, mais c'est un Y hein, qu'il faut ici, c'est un adverbe de lieu. Il voulait, ou un pronom personnel de lieu. Il voulait, il allait. Soit vous le mettez dans homonyme, parce que vie, ça existe. Ça, c'est soit un problème d'homonyme, soit un problème de mot-outil en général. Il faut savoir que c'est plutôt homonyme d'ailleurs, oui. Ce n'est pas l'expression il y a, c'est plutôt homonyme. On va mettre ça en bleu, les homonymes. Tout le reste, c'est à une exception près, et encore, tout le reste, c'est de la morphologie. Pardon, c'est de la syntaxe. C'est de la syntaxe. C'est-à-dire que les mots vont bien, tout le reste existe, mais ce n'est pas le bon emploi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur le tout? Le S.
Voilà, ça c'est l'accord. Accord déterminant plus non. Tous est un déterminant indéfini. Toutes là, tous les, avec un S. Ensuite, année. Une année, ça existe. L'année. L'année, ça existe. Simplement là, il faut un infinitif. Donc l'élève, il a pris la conjugaison. Donc ça, c'est un problème de conjugaison. Syntaxe, conjugaison. Il a pris la liste de tout ce qui existe sur le verbe aller et il a fait le mauvais choix. Mauvais choix, il fallait un infinitif. Ici, il a fait un mauvais choix. Il ne fallait pas le participe passé, mais il fallait l'imparfait. Il ne fallait pas le participe passé, il fallait l'infinitif. Il ne fallait pas le participe passé, il fallait l'infinitif. Oui, c'est toujours la même faute. Hein. C'est quand est-ce qu'on utilise l'infinitif? Quand est-ce qu'on utilise l'infinitif? Donc, aller, infinitif, habiter, infinitif, imparfait, monter et aller, imparfait. Encore un problème ici que j'ai oublié en passant d'homonyme, c'est où avec accent, un pronom relatif. Le volcan. Et puis, il y a un dernier problème. C'est ça. Alors, c'est quoi la nature de ce problème-là? Mais en fait, l'élève, il a compris une règle. Il a compris une règle, c'est que quand on inverse le sujet et le verbe, il faut rajouter un te entre les deux. Mange, mange, te, il. Cours, cours, te, il. Court-il. Simplement, donc il a bien appliqué la règle. C'est comme tout à l'heure, quand je dis l'élève, il écrit les chevals mangent avec S au bout. Il a compris une règle, c'est pluriel, pluriel, pluriel. Donc là, il a compris une règle, c'est l'inversion du sujet du verbe, fait qu'il y a un T entre les deux. Mais il y a une règle qu'il ne connaît pas, par contre. C'est que quand il y a déjà un T ou un D, il y a déjà à la fin du verbe un T et un D, il n'y a pas besoin de rajouter un T. Donc, on va mettre ça dans quoi? On pourrait mettre ça plutôt dans les accords, c'est-à-dire qu'on fait un accord qui n'existe pas. On fait une accordance, un accord qui n'existe pas. Il ne devrait pas avoir ce T-là parce qu'il y en a déjà un avant. En tout cas, c'est de la morphologie ou de la syntaxe, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, parce que la forme là existe, la forme là existe, la forme là existe. Mais c'est dans le mélange de tout ça que ça n'existe pas. Alors, est-ce que cette forme-là en soi, elle n'existe pas? Donc, c'est un problème de syntaxe, de morphologie. La forme en soi n'existe pas. Par contre, on est embêté parce que ça existe, ça existe, ça existe. Donc, c'est soit de la syntaxe, soit de la morphologie. Des fois, on ne sait pas trop la nature. En tout cas, il faut être capable d'expliquer aux élèves, à l'élève. Là, il y a déjà un T, il n'y a pas besoin d'en rajouter un. C'est dans la forme que prenne cet accord-là, cette inversion-là. Il y a un T en plus. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui.